D'un côté, des tirs du Hezbollah contre le nord d'Israël. De l'autre, des frappes israéliennes au Liban. Depuis le 2 mars et le début de l'attaque israélo-américaine contre Téhéran, les affrontements se poursuivent chaque jour, malgré une trêve, entre la milice chiite pro-iranienne et Tsahal, qui intensifie ses opérations militaires, notamment au sol. J'ai ordonné à notre armée d'élargir les opérations au Liban. Nos forces ont franchi le fleuve Litani. Et la prise du château de Beaufort est une étape décisive, un tournant majeur dans la politique que nous menons. Ces soldats qui se filment en pleine opération se sont effectivement emparés de cette forteresse qui surplombe toute la région. Ils y ont hissé le drapeau israélien. Le château de Beaufort se situe sur une ligne de défense avancée établie par Israël. Au sud de cette ligne jaune, les bombardements ont été intenses. Des villages entiers rayés de la carte. Beyrouth dénonce une escalade sans précédent. Israël doit comprendre qu'une politique de la terre brûlée, le châtiment collectif et la destruction de villages et de localités ne garantiront ni sécurité ni stabilité. Au contraire, ils ne feront que creuser le fossé avec le peuple libanais. Un peuple sous la menace des bombardements israéliens dans le sud mais aussi dans la capitale. Depuis 3 mois, le conflit a fait près de 3500 morts et 1 million de déplacés, comme Zeina et sa famille, réfugiés dans cette école transformée en centre d'hébergement. On ne peut plus rentrer chez nous, c'est impossible. La ville est détruite et nous avons perdu de nombreux proches. La situation est extrêmement difficile. Alors les Libanais sont-ils encore une fois pris au piège de la guerre entre le Hezbollah et Israël? Comment les sortir de ce conflit qui transforme leur pays en champ de ruines? Nos 3 invités, Dalal Mawad, bonsoir, vous êtes libanaise, journaliste, correspondante à Paris pour la chaîne Al Arabi qui est basée à Doha. Vous êtes également enseignante à Sciences Po Paris et vous considérez que les Libanais craignent aujourd'hui une occupation à long terme par l'armée israélienne. Mais ajoutez-vous, ce serait un piège pour Israël, ça ne ferait que légitimer et vraisemblablement renforcer le Hezbollah dans le sud du Liban. À côté de vous, Alain Dikoff, bonsoir, sociologue, directeur de recherche au CERI. Dernier essai, Israël-Palestine, une guerre sans fin. Vous estimez que la stratégie israélienne est claire. Il s'agit de repousser le Hezbollah le plus loin possible. Sur le plan tactique, c'est la même logique que ce qu'ils ont fait à Gaza. Ajoutez-vous, si des guérilleros se cachent dans un village, ils rasent le village. Et à côté de vous, Amélie Ferret, bonsoir, directrice à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Et vous êtes spécialiste de la défense. Dernier essai, les mots armes d'une nouvelle guerre. Selon vous, plus les négociations avancent entre l'Iran et les États-Unis, plus la fenêtre d'opportunité se réduit pour Israël. Il y a donc une volonté des Israéliens d'utiliser le temps qui reste pour faire un maximum de dégâts au Liban. Et on démarre avec la photo du jour. Oui, c'est celle du faubourg de Daïé dans la banlieue sud de Beyrouth. D'immenses embouteillages, regardez hier, pour tenter de fuir la capitale juste après les ordres d'évacuation de l'armée israélienne qui menaçait de frapper cette partie de la ville où est toujours bien implanté le Hezbollah. Finalement, sous pression américaine, Benjamin Netanyahou s'est ravisé pour l'instant, en tout cas. Dalal Mawad, les Beyrouthins et les Beyrouthines aujourd'hui vivent dans la peur, qu'ils soient dans le sud de la ville ou ailleurs. Une vraie peur, c'était une semaine noire pour le Liban, la crainte de nouvelles frappes sur Beyrouth, mais aussi ce sentiment qu'il n'y a jamais eu de cessez-le-feu. Si Beyrouth est épargnée, si la banlieue de Beyrouth est épargnée, le bombardement israélien continue au sud. Aujourd'hui, il y a eu des morts civiles, des enfants, et aussi ce sentiment qu'on est vraiment dans l'impasse. Les Libanais n'arrivent pas à voir l'issue, la sortie de cette guerre qui se prolonge jour après jour, et aussi une crainte d'une occupation qui va rester. On l'entend, les responsables israéliens le disent, avec la prise du château de Beaufort, 26 ans après sa libération, au moins 55 postes israéliens d'occupation aujourd'hui au sud, des villages complètement rasé. C'est inédit même dans l'histoire des guerres entre le Liban et Israël. Donc oui, on est vraiment dans l'impasse. Et aujourd'hui, il y a des négociations aussi à Washington. On va y venir. Et on espère au moins obtenir un cessez-le-feu. Oui. Alain Dikoff, mais quel est l'objectif de l'offensive israélienne, clairement? Je crois que une zone tampon? Oui. Ça c'est clair, on le voit d'ailleurs sur le graphique là. C'est la ligne jaune. Oui, c'est la ligne jaune, donc c'est une zone d'à peu près 10 km de large, entre 120 et 130 km de long entre la mer et la montagne, à
à l'est. Et oui, c'est la création d'une zone tampon pérenne. Pérenne, en tous les cas, pour un certain temps, oui. Parce que il faut aussi intégrer disons, cette volonté de constituer une zone tampon. Elle est aussi liée finalement quelque part à l'impasse dans laquelle Israël se trouve depuis octobre 2023, depuis donc après les attentats, enfin les actes terroristes du Hamas. C'est que la volonté israélienne, c'est de changer finalement un peu en profondeur l'environnement. Donc pas seulement à Gaza, mais aussi autour. D'où, en effet, les attaques contre le Hezbollah, qui évidemment avait lui-même bombardé allègrement les positions israéliennes, et puis atteint aussi les quartiers israéliens civils. Ça, il faut toujours le rappeler aussi. Il y a aussi cette volonté de protéger la population israélienne du Nord. Ça, c'est quand même parce que cette population est en partie revenue, mais reste dans une situation très peu agréable, disons. Avec des bombardements toujours avec des bombardements réguliers. Donc, ils sont pris dans cette situation et donc ils essayent de marquer des points. Ils essayent de marquer des points le maximum et en utilisant en effet une tactique très offensive qu'ils reprennent grosso modo de ce qu'ils ont fait à Gaza. Alors, on va en reparler, mais on va évoquer avec vous trois et avec Anna le Sud-Liban qui semble vu par certains membres de l'armée et certains Israéliens comme une nouvelle terre promise. Oui, aujourd'hui, il n'existe pas de projet de colonisation à proprement parler au sein du gouvernement israélien. En revanche, l'armée israélienne, vous l'avez dit, pratique une politique de la terre brûlée dans le sud du Liban, destruction d'habitations, de surfaces agricoles, des villageois qui subissent les raids fréquents des soldats et qui sont même parfois poussés à fuir en laissant tout ce qu'ils ont derrière eux. Le Premier ministre libanais a déclaré le mois dernier à la télévision qu'Israël contrôlait désormais 68 villages de cette région et occupait près de la moitié de la zone qui se trouve au sud du fleuve Litanie. Mais pas question d'annexion à ce stade. C'est pourtant le rêve d'un mouvement messianique israélien d'extrême droite, Urit Safon, qui compte plusieurs centaines de militants et dont l'emblème n'est autre que le cèdre du Liban à l'intérieur d'une étoile de David. Récemment, ces militants sont allés planter des cèdres à la frontière de la Galilée du Nord avec un objectif très clair qui est relayé par leur cofondatrice Anna Slutskin. L'idée, c'est que la population libanaise de cette région parte et ne revienne pas. Il faut déplacer la frontière et reconnaître officiellement l'État d'Israël sur ces terres. Et elle ajoute, ce que fait actuellement l'armée israélienne, c'est la première étape. Elle entre, conquiert, nettoie. Ensuite, nous ne devons pas nous retirer, mais plutôt nous installer à melliférer cette vision d'un Liban annexé. Elle est certes minoritaire aujourd'hui, mais est-ce que vous pensez qu'elle peut trouver un écho dans la société israélienne et peut-être même dans l'armée israélienne auprès des soldats ? Oui, ça pourrait, sachant que l'armée israélienne, elle est composée de différents mouvements avec des gens qui sont plutôt pro-colons et des gens qui ne le sont pas du tout. Donc oui, mais là, la question, elle n'est pas vraiment là aujourd'hui. Et ça vous paraît réaliste ? Une annexion ? Une annexion, non. D'ailleurs, il n'y a pas d'annexion de la Cisjordanie non plus, ni de Gaza. Il y a une occupation militaire de facto, mais les Israéliens se gardent bien de faire une annexion de juré, justement parce que ça changerait tout l'équilibre institutionnel d'Israël. Et donc, c'est ça le problème. En fait, le risque, à mon avis principal, c'est une forme de statu quo, comme ce qu'on voit en fait à Gaza et en Cisjordanie. Et là, je pense que ça a été très bien dit. En fait, le problème, si vous voulez, pour l'armée israélienne, c'est que vous avez le Hezbollah qui, au départ, avait des missiles, enfin, avait des armes anti-tanks qui envoyaient avec 10 km de portée sur les villages du Nord. Il y avait les unités Radwan du Hezbollah qui, donc, avaient construit ces tunnels pour envahir le nord d'Israël, ce qui finalement a été fait par le Hamas. Et aujourd'hui, ils ont des drones. Des drones, les fameux drones. Voilà, qui leur livrent, c'est l'Iran qui leur livre les drones. Oui, tout à fait. Et donc ces drones-là, Israël n'arrive pas à les brouiller parce que, comme en Ukraine, ils ont maintenant des connexions filaires, c'est-à-dire des câbles de fibre optique. Et donc là, le parti pris d'Israël, c'était de pouvoir créer cette zone de sécurité. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est très simple, c'est faire en sorte qu'il n'y ait plus personne qui habite là, comme le Golan. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent, de manière à pouvoir se prémunir de la menace du Hezbollah. Oui. Dalal Mawad, quelle est la préoccupation aujourd'hui, la priorité des Libanais ? Est-ce qu'ils souhaitent le désarmement du Hezbollah ? Est-ce que c'est ça qu'ils réclament ou pas ? Juste avant, je voudrais revenir sur la zone tampon. Pour les Libanais, ce n'est pas une zone tampon, c'est de l'occupation. C'est une
expulsion forcée de villages, de familles entières, qui va contre le droit humanitaire international et qui, à mon avis, ne va pas rendre Israël en sécurité parce que, comme je l'ai dit, ça va légitimiser la résistance à cette occupation. Les gens veulent rentrer chez eux, c'est leur village, c'est là où ils ont vécu. Donc légitimer le Hezbollah, vous dites? Non, la majorité des Libanais, même avant le début de cette guerre, étaient contre le Hezbollah au début de cette guerre, souhaitaient le désarmement. Mais ce qui se passe aujourd'hui avec les crimes qu'Israël est en train de commettre au sud du Liban, cette narrative ou cette opinion publique commence à changer au sein de la communauté chiite. Le Hezbollah monopolise la voix de la communauté chiite et aujourd'hui c'est ce qu'on le sent parce qu'à cause de cette destruction massive, de ces pertes humaines qui sont très larges, ça redonne un souffle au Hezbollah, surtout qui se pose en martyr. Il y a une occupation permanente et si cette incursion s'approfondit encore. Aujourd'hui, ils sont au-delà du fleuve de Litanie. On ne sait pas où ils vont arriver, quand ils vont s'arrêter. Et cela est contre-productif, à mon avis. Ça ne va pas délégitimiser le Hezbollah. Et encore une fois, les Libanais ne sont pas tous unis sur le sujet de comment démilitariser ou désarmer le Hezbollah. Donc il y a une majorité qui est contre le désarmement par la force, je dirais, surtout par Israël, contre le désarmement par les FAL, l'armée libanaise, parce que cela pose un grand danger. Les FAL peuvent être divisés. Ils ont une parce qu'il y a des chiites dans l'armée. Pas seulement. Historiquement, le Hezbollah a eu une relation très symbiotique, très proche des forces armées libanaises. Donc aujourd'hui, il y a une vraie peur d'une division. En même temps, ça va créer des tensions entre les communautés et avec la communauté chiite. Et en même temps, Amélie le sait, les FAL n'ont pas la capacité ni militaire ou financière, ni de faire face au Hezbollah, ni de faire face à l'armée israélienne aujourd'hui. Oui, il y a des choses que l'armée peut faire et n'est pas en train de faire. Si on a le temps, on peut en rentrer en détail. Mais oui, il y a une majorité qui est pour le désarmement, mais la question est comment et pas à tout prix. Pas à tout prix. Ça, alors, à propos de désarmement, ça nous amène à notre archive. En septembre 2024, le chef historique du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a été tué par une frappe israélienne. La question se posait alors de savoir si le mouvement pouvait s'en remettre. C'est notre archive, donc. Pleuré par ses proches sur les lieux de sa mort. Le nom d'Hassan Nasrallah, considéré par l'Occident comme un leader terroriste, était scandé et salué cet après-midi par une partie des Libanais, ceux fidèles au Hezbollah. Le Hezbollah peut-il se relever de la mort d'Hassan Nasrallah, qui pourrait reprendre l'armée de près de 10 000 hommes qu'il a créée durant 3 décennies, alors qu'Israël a désormais éliminé, c'est-à-dire tué, 11 des 12 responsables du commandement militaire de la milice. Le Hezbollah, dont l'influence s'étend sur toutes les régions du Liban, ici en vert foncé, est indéniablement affaibli. Mais il compte un allié de poids, l'Iran, son principal financeur depuis 1982. Alain Dikoff, c'est là l'élément clé, c'est-à-dire l'Iran est toujours le financeur, c'est lui qui toujours arme le Hezbollah, qui 18 mois après la disparition de Nasrallah, continue à pouvoir rivaliser avec Israël. Rivaliser, je ne sais pas, mais en tous les cas, oui, c'est clair qu'on ne peut pas penser le Hezbollah sans l'intégrer dans l'équation iranienne, et en particulier depuis le déclenchement de la guerre à la fin du mois de février. Donc on ne peut pas comprendre complètement, il ne faut pas déconnecter, je dirais, le dossier libanais du dossier avec l'Iran. Oui. C'est évident que, et là on est dans une configuration un peu différente du passé, il est tout à fait clair que l'accord, bon, évidemment, qui a l'air difficile à négocier entre les Américains et les Iraniens insistent beaucoup que la question du Hezbollah soit aussi traitée. C'est-à-dire que le cessez-le-feu, en fait, si cessez-le-feu il y a avec l'Iran, sur le terrain iranien, il y a aussi en même temps un cessez-le-feu sur le terrain libanais. Et un cessez-le-feu intégral, c'est-à-dire qui ne permette pas aux forces israéliennes de prétexter un tir de roquettes ou quoi pour reprendre l'offensive. C'est-à-dire que vraiment les deux fronts soient gelés. Et c'est évidemment ça la difficulté. À mon avis, c'est ça que la diplomatie internationale va essayer de pousser
pour sortir de l'impasse. Alain Dikov, juste une question. Dans la charte du Hezbollah, est-ce que c'est comme en ce qui concerne l'Iran, il y a la négation de l'État d'Israël ou la destruction de l'État d'Israël? Dans la charte, je ne peux pas vous répondre strictement sur ce plan-là, mais c'est évident que ça fait partie Ils sont dans cette logique-là, évidemment, comme les Iraniens. Hein. Je dirais, là, il y avait quelque chose qui unissait l'État et les deux mouvements. Évidemment, ils sont contre le sionisme et donc contre ce qui a été son produit historique, à savoir l'État d'Israël. Amélie Ferré, de fait, on parlait d'armement, il y a des drones qui sont utilisés par le Hezbollah, à côté de chars, mais de canons qui datent de 1942, donc ils ont toujours du matériel. Et ce que dit Israël, c'est que voilà, on veut porter le coup de grâce après avoir décapité l'état-major du Hezbollah. C'est ça l'ambition? Oui, tout à fait, c'est l'ambition, mais le problème, si vous voulez, c'est toujours le problème avec les éliminations ciblées. On l'a vu en Iran, c'est la même chose. Et d'ailleurs, on l'a vu aussi avec le Hamas. C'est-à-dire que c'est bien tactiquement, ça abaisse le niveau de menace, mais ça ne règle pas le problème stratégiquement. Et donc, en fait, le problème qu'a Israël aujourd'hui sur le plan militaire, c'est que si vous faites cette occupation du sud du Liban, déjà, ça va coûter beaucoup d'hommes. Enfin, ça ne va pas coûter, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir beaucoup de morts, mais il va falloir déployer des troupes pour garder cette occupation. Sachant qu'aujourd'hui, le chef d'état-major israélien, Eyal Zamir, a dit qu'il manquait de personnes pour Tsahal. Aujourd'hui, on a quand même une armée qui est basée sur la réserve, avec des gens qui ont fait 1 an de réserve depuis 2023 et qui n'en peuvent plus, et d'ailleurs qui ne vont plus carrément rejoindre leurs unités à la réserve, et un gouvernement qui dit « OK », qui essaye de temporiser parce que les chefs disent il y a une réserve d'hommes, c'est les ultra-orthodoxes et les religieux, donc on va les conscrire. Et là, je ne sais pas si vous avez vu les images hier et avant-hier, mais du coup, l'armée a envoyé des trucs de conscription pour qu'ils rejoignent Tsahal, ces ultra-orthodoxes, et ils bloquent les routes, ils bloquent les trains, ils prennent à partie la police, et dans des prises à partie extrêmement violentes. Et donc là, je pense qu'il y a un peu une tension en Israël sur une volonté militaire d'occupation de 70% de la bande de Gaza, comme ça a été annoncé ce week-end, de la Cisjordanie, du sud du Liban, et en même temps le problème de comment on fait pour que la population elle partage ce fardeau et que les Haredim se joignent à cet effort-là. Tout ça à 6 mois des élections assez déterminantes pour le renouvellement de la Knesset. Alors on parlait de l'Iran justement, allié du Hezbollah, qui veut donc lier une trêve durable avec les États-Unis au sort du Liban. Écoutez le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. و کماکان تأکید داریم بر این نکته که آتش بس در لبنان بخش لاینفک هر گونه آتش بس و هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ هست. Alain Dikov, la clé, elle est à Téhéran alors? Elle est en partie à Téhéran, bien évidemment. C'est-à-dire que si Téhéran dit au Hezbollah, vous cessez le combat, vous cessez l'offensive aussi contre le nord d'Israël, ils obtempéreront? Je pense que oui, mais évidemment, il faut qu'ils aient une garantie que la guerre ne reprendra pas dans les 24 heures. C'est-à-dire que le cessez-le-feu soit vraiment un cessez-le-feu qui s'installe durablement, qui conduise à une trêve, et non pas quelque chose qui soit bancal et qui permette aux opérations militaires de repartir dans les 24 heures. Donc je crois que c'est ça la difficulté. La quadrature du cercle, un petit peu, c'est de réussir de tenir les deux en même temps. Et la vraie difficulté, ça va être précisément ça. Thelma Watt, sur cette question de l'Iran. Je trouve que le Liban est toujours un pion dans ces négociations, malheureusement, et que même si le gouvernement libanais a bien fait de retirer la carte des négociations de l'Iran et d'aller négocier directement à Washington, malheureusement, notre sort, le sort du Liban et celui du Hezbollah est toujours scellé entre Téhéran, les États-Unis et Israël. Et ce que Téhéran décide de faire avec le Hezbollah, à mon avis, ils ne vont pas laisser tomber cette carte. C'est une carte très forte qu'ils ont toujours dans la région. Peut-être après un changement de régime, mais je ne vois pas ça venir aussi prochainement. Oui. Mais le Hezbollah parle de trahison de ces négociations à Washington. Et les Libanais, est-ce qu'ils estiment qu'il faut aller négocier, que le président Chaque État a le droit de négocier. Ça vient de la souveraineté de l'État. C'est une étape inédite. C'est le gouvernement libanais qui reprend sa souveraineté, son droit de négocier. Les ennemis négocient. Soutenu par les Libanais. Soutenu par la majorité des Libanais. On n'a pas le choix. On n'a que le choix de négocier aujourd'hui, même si on est faible, même si le gouvernement n'a pas
de levier. C'est la seule issue. Il faut négocier, il faut parler et ne pas laisser ça à d'autres pays de décider à la place du Liban. Et de fait, Amélie Ferré, Donald Trump est en train de faire pression sur Netanyahou. Il aurait même dit au téléphone, tu es fou de faire ce que tu fais, toi, tu dois arrêter. Oui, tout à fait. Parce que là, il y a cette histoire de souveraineté, ce qui est intéressant, c'est que ça ressort beaucoup dans le discours politique israélien. Et c'est là aussi, Israël, ils sont un peu dans la même situation que nous en Europe, avec cette idée de qu'est-ce qu'on fait, parce que leur appareil militaire, il est quand même vraiment ancré sur l'aide américaine et sur les États-Unis. Et donc, forcément, ça restreint la souveraineté d'Israël. Et là, ce qu'aimerait faire, en fait, Tsahal, c'est pas simplement repousser le Hezbollah, mais c'est aussi vraiment couper les lignes logistiques du Hezbollah qui se situent plutôt au nord du Liban jusqu'à Tripoli, parce que là, vous avez des lignes qui peuvent partir en dehors du pays, et au sud de Beyrouth. Et donc là, Trump, là où il a dit non, c'est pour les frappes, justement, d'élimination du commandement du Hezbollah au sud de Beyrouth et éventuellement pour des frappes dites dans la profondeur du territoire libanais. Alain Dikoff, revenons juste au contexte politique pour Benyamin Netanyahou. Donc il y a des élections cruciales pour lui après l'été, renouvellement du Parlement et donc du gouvernement. D'où cette fuite en avant ? Pas uniquement, mais c'est vrai qu'il aimerait bien pouvoir aller à ces élections en pouvant présenter un bilan, quelque part, entre guillemets, positif de tout ce qui s'est passé depuis octobre 23. Et en effet, s'il parvenait à au moins stabiliser durablement la situation sur le front nord, pour la population du Nord, ça pourrait être quelque chose de positif. Ça suffira certainement pas à le sauver électoralement, d'après les sondages que nous possédons aujourd'hui. Ça pourrait même porter l'opposition, disent certains. Mais bon, voilà, il pourrait avoir quelque chose d'un peu plus positif à présenter que ce qui est actuel et qui est quand même assez mitigé comme bilan. Que peut la France ? Que pourrait la France ou l'Europe si la voix de la France ne suffit pas par rapport au Liban. Parce que je couvre la France. Le Liban pense vraiment que la France est son allié. Oui. On a besoin d'un soutien international dans ces négociations. Je pense que la volonté politique de la France est là, mais elle a très peu de leviers. Ils sont très minimes. La France a été marginalisée complètement de ces négociations. Il y a un veto américain et israélien qui est très clair, même si le Liban voulait que la France soit à côté. Et puis, à mon avis, je pense que la France n'a pas utilisé tous ces leviers, même s'ils sont minimes, contre Israël, pour sanctionner Israël, pour faire plus de pression, surtout pour ce qui se passe au Liban. C'est-à-dire dénoncer l'accord entre l'Europe et Israël, par exemple. Ça a besoin d'une unanimité à l'échelle de l'Union européenne. Plutôt, par exemple, comme l'a fait l'Espagne, interdire le commerce avec les colonies en Cisjordanie. Colonies illégales. Oui, ça c'est un avis de la Cour internationale de justice, par exemple. Plus de sanctions, Smotrich, pas seulement Ben-Gvir, même si c'est symbolique. C'est le ministre d'extrême droite du gouvernement. Oui, donc il y a d'autres choses, même si c'est des leviers très minimes. Très minimes, selon vous. Merci à tous les trois, en tout cas, d'avoir participé à notre débat.